Paris n'a pas toujours été Paris. Sous les pavés, dans les entrailles de la ville, une autre cité sommeille encore, Lutèce. Mais où était-elle vraiment? Qui vivait ici, au bord de la Seine, il y a 2000 ans? Et comment ce modeste village gaulois est-il devenu l'une des plus grandes capitales du monde? C'est ce que nous verrons ensemble aujourd'hui dans Chroniques parisiennes, de Lutèce à Paris. Aux origines de Paris, il n'y a ni empereur ni roi, mais un peuple oublié, les Parisis. Une tribu gauloise installée au bord de la Seine, sur ces terres humides et stratégiques. César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, les mentionne dès le 1er siècle avant notre ère. Comme ils traversaient le territoire des Sénons, les Parisii, qui sont leurs alliés et leurs proches parents, et qui les suivaient alors sans décision formelle de leur cité, commencèrent à chanceler. C'est la première fois que leur nom entre dans l'histoire. Mais où faut-il chercher la trace de leur cité? Sur l'île de la Cité, à Nanterre, comme certains archéologues l'ont pensé, le mystère demeure encore aujourd'hui. Ce flou archéologique dit déjà quelque chose. Lutèce n'était pas une grande capitale comme Rome. C'était un oppidum, un village fortifié, mais posé sur un carrefour stratégique. La Seine était une autoroute de son temps. Elle reliait le nord de la Gaule au sud, Marseille, la Méditerranée, un couloir vital d'échanges et de richesses. Plus tard, certains chroniqueurs médiévaux imagineront pour Paris des origines grandioses, une fondation par les Troyens ou par la déesse Isis. Mais la vérité est plus simple. Ici, tout commence avec un petit peuple gaulois, les Parisis. Après la conquête romaine, Lutèce change de visage. Les Romains tracent leurs deux axes, un nord-sud, le Cardo, et un est-ouest, le Decumanus. Autour d'eux, la ville grandit. Forum, temple, thermes, théâtre, arène. Nous sommes place du Panthéon. Ici se dressait le Forum, cœur politique et religieux de la cité. Imaginez les processions, les débats, les cérémonies. Lutèce n'est plus un simple village, c'est une ville romaine. Au IIe siècle, les Romains construisent cet amphithéâtre, 130 mètres de long, 17 000 places. Dans ces gradins, la foule acclame les comédies, les pantomimes, mais aussi les combats d'animaux et de gladiateurs. Sous les gradins, 5 cages servaient à enfermer les bêtes. Imaginez les rugissements, les cris, la poussière qui s'élève. Nous voici rue du Sommerard. Ici, ce sont les thermes du Nord, visibles par le musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge. Bien plus qu'un bain public, on y vient pour se laver, mais aussi pour faire du sport, recevoir des massages, discuter, lire. C'est un lieu de vie, presque un club social. Lutèce en comptait 3. Avec sa voûte haute de plus de 14 mètres, le frigidarium est l'un des rares vestiges imposants encore debout. Ici, les salles chaudes. Difficile de se représenter l'étendue
et la complexité de ces termes, avec le système de chauffage et la fontaine monumentale. Pourtant, malgré cette prospérité, Lutèce n'a jamais rivalisé avec Lyon ou Marseille. Sa vraie force, c'était sa situation, sur la Seine, le cœur de la Gaule. Mais la prospérité de Lutèce ne dure pas. Au IIIe siècle, l'Empire romain vacille, les barbares franchissent les frontières et la cité n'est plus en sécurité. La ville se replie alors sur l'île de la Cité, plus facile à défendre. Un puissant rempart est élevé au IVe siècle. On en voit encore les pierres sous le parvis de Notre-Dame. Dans ces mêmes années, le christianisme gagne du terrain. Grégoire de Tours écrit « Denis, évêque très saint, fut envoyé à Paris pour y prêcher le Christ. Après avoir subi de nombreux supplices, il fut mis à mort pour la foi. » La légende rapporte qu'il marcha en portant sa tête jusqu'à l'actuelle basilique de Saint-Denis. Début IVe, une première église s'élève, dédiée à Saint Marcel. Lutèce devient aussi une base militaire. L'empereur Julien y est proclamé par ses troupes en 360. Il affectionne cette ville, qu'il appelle « ma chère Lutèce ». L'empereur Valentinien Ier y passe l'hiver 365-366 pour préparer sa prochaine campagne. C'est ici que naît une figure majeure, présentée dans de nombreux textes comme une bergère, une guérisseuse, Geneviève. Issue en fait d'une riche famille de l'aristocratie gallo-romaine, elle se voue très jeune à Dieu. Elle convainc les habitants de résister à Attila en 451. Elle force le blocus de Childéric Ier pour ravitailler la ville en blé. Son aura fera d'elle la patronne de Paris. Pas une reine, une sentinelle. Selon l'auteur anonyme de la Vita de Geneviève, elle meurt à 89 ans. Lutèce s'efface peu à peu. Le latin se transforme. Lutetia devient Parisius, la ville des Parisiens. Paris est né. Au Ve siècle, Clovis choisit Paris pour capitale. Situé au centre de son royaume, protégé par son île, Paris devient aussi un foyer religieux. Clovis se fait enterrer dans l'église des Saints Apôtres, future abbaye Sainte-Geneviève. La ville compte alors 20 000 habitants. Une cité encore héritière de l'Antiquité, mais déjà tournée vers son destin de capitale. C'est ainsi que Lutèce disparaît, absorbée par Paris. Ce qui n'était qu'un village gaulois au bord de la Seine devient le cœur politique et religieux d'un royaume. Une métamorphose qui scelle le destin de la ville. Lutèce s'est effacée, engloutie par les siècles. Mais ces pierres sont encore là, disséminées dans Paris, comme les battements d'un cœur ancien. Elles nous rappellent qu'une capitale ne naît jamais d'un coup. Elle se forge dans le temps, entre prospérité, menace, résistance et renaissance. Ici, chaque pas réveille un souvenir, chaque pierre est mémoire. Prochain épisode, les enceintes de Paris. Ces murailles qui ont façonné la ville à travers les âges. Bienvenue dans Chroniques parisiennes.